Mais bien sûr, Monsieur Perrin, rappelez-vous, je vous l'avais dit et je vous l'avais montré, une plainte avait été déposée contre la chaîne de commandement de l'armée depuis Sassou jusqu'au dernier que vous connaissez, mais la chaîne de commandement judiciaire aussi. Ils sont tous impliqués dans cette forfaiture. Ils se sont rendus complices des crimes de Sassou. Que le peuple congolais comprenne, M. Sassou n'est pas venu pour eux et eux, ils ne sont pas là pour M. Sassou. Nous devons nous séparer de ce monstre par le refus de participer et de collaborer parce que vous n'êtes pas un peuple créé pour Sassou. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui portera sur le paiement des indemnités liées au sinistre du 4 mars par le gouvernement congolais. L'annonce avait été donnée, comme vous le savez, le 31 décembre dernier par le ministre de l'Aménagement du Territoire, président de la commission de suivi du sinistre du 4 mars. Vous avez bien entendu du sinistre du 4 mars. On parle ici des sinistrés. Et donc, les sinistrés ont été indemnisés par le gouvernement congolais. On n'a pas dit les victimes d'un attentat criminel. Sinistrés, cela veut dire qu'ils sont victimes soit d'une catastrophe naturelle ou d'un accident naturel. Alors, on en parle donc aujourd'hui avec Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur TLR TV. Bonjour, Maître Amédée Ganga, et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Maître Amédée Ganga, nous avons déjà parlé de cet événement sur ce plateau, les explosions des dépôts d'armes et de munitions de Mpila. Et depuis le 31 décembre dernier, je l'ai rappelé, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Jacques Bouya, qui aujourd'hui est président par intérim de la commission de suivi de ces événements, du 4 mars 2012, avait affiché un communiqué appelant les victimes d'aller percevoir ce qu'ils appellent eux aujourd'hui par indemnisation. Et donc, chaque membre, probablement, je ne sais pas si ce sont les familles qui ont perçu l'argent ou c'est chaque membre de la famille victime ou des familles victimes. Donc, ils ont perçu un montant de 300 000 par personne ou peut-être par famille. 1 milliard a été donc mobilisé pour payer, je répète bien, indemniser les victimes, sinon les sinistrés. Il parle bien des sinistrés. Alors, dans un premier temps, je souhaiterais qu'on lève quand même l'équivoque. Vous allez nous dire, en matière de droit, en termes de droit, qu'est-ce qu'on appelle par un sinistré? Monsieur Christian Perrin, merci beaucoup de votre question. Et il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter, ni éviter, ni se taire à faire des précisions sur des situations dramatiques ou sur une situation dramatique qui s'est passée au Congo. Vous vous rappellerez, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, qu'il y a eu ce problème des explosions de Mpila et nous en sommes pratiquement à la 10e année. Et à la 10e année, on vous parle d'indemnisation des sinistres du 4 mars. Et vous avez raison de poser cette question parce que je l'avais rappelé la dernière fois et vous vous souviendrez que j'avais demandé, j'avais conseillé aux victimes des explosions de 4 mars de se donner le statut de victime en déposant plainte. Or, il se trouve, et c'est très intéressant et vous allez voir la démonstration que je ferai, il a été indiqué qu'il était payé, il devait être payé des personnes appelées sinistres, le sinistre du 4 mars, qui devait être indemnisé du sinistre du 4 mars. Alors, Monsieur Christian Perrin, je vais essayer de faire une démonstration par l'absurde. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous souviendrez, est-ce que vous vous souvenez plutôt que
le 4 mars s'est-il produit une catastrophe naturelle? Parce que le 4 mars, il y a eu les explosions de Mpila. Les explosions de Mpila dont Sassou est l'auteur. Donc, j'écarte d'abord cette hypothèse. Donc, la première hypothèse, lorsqu'on indique qu'il s'agit d'indemniser les sinistres du 4 mars, ça veut dire que le 4 mars s'est produit une catastrophe naturelle. Et donc, ceux qui ont été victimes de cette catastrophe naturelle sont évidemment des sinistrés. Ils ont été sinistrés des suites d'une catastrophe naturelle. Est-ce qu'en dehors du 4 mars, jour des explosions de Mpila, a-t-on assisté aussi le même jour d'une catastrophe naturelle du genre un ouragan, une grande pluie qui a fait en sorte que des personnes perdent leurs biens, meubles et immeubles, et qu'il y ait éventuellement aussi des pertes de vie humaine. Pour pouvoir répondre à votre question, il s'agit d'abord de vérifier si le 4 mars, il y a eu deux événements, c'est-à-dire les explosions de Mpila, qui sont l'effet de la volonté d'un être, d'un individu, et la catastrophe naturelle, qui est le fait qui ne dépend pas de X ou de Y. Or, que je sache, le 4 mars, il n'y a eu que les explosions de Mpila. Maintenant, puisqu'on nous parle d'indemniser les gens qui étaient sinistrés, ce qui veut dire donc qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Or, s'il s'agit d'une catastrophe naturelle, il est tout à fait normal qu'en ce moment-là, que l'État éventuellement aide ceux qui ont perdu leurs biens. Donc, il s'agit simplement d'une aide. Il ne s'agit pas d'une indemnisation. Oui, mais ici, la différence, c'est que au lendemain, bien entendu, de ces événements, de ces explosions, une aide d'urgence avait été, je crois, accordée à ces familles. Ça faisait, je crois, 6 milliards. Et 9 ans après, aujourd'hui, on parle de l'indemnisation parce que ce sont les indemnités liées au sinistre du 4 mars. C'est ce qui est précisé, en fait, dans les documents. Oui, mais le sinistre du 4 mars, c'est quoi? C'est une catastrophe naturelle ou ce sont les explosions de Mpila? Est-ce qu'on peut penser à une redéfinition, finalement, de l'événement? Eh bien, si on pense à une redéfinition de l'événement, mais tel que c'est indiqué, la rigueur juridique voudrait que s'il s'agit d'un sinistre, et il s'agirait donc d'une catastrophe naturelle. Mais alors, si c'était une catastrophe naturelle, est-ce que vous vous souvenez que le colonel Nsouri et d'autres personnes, d'autres officiers avaient été arrêtés et un procès avait été fait et des gens ont été condamnés? Est-ce qu'ils sont encore en prison jusqu'à ce jour? Ils sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. Il y en a donc qui sont dispersés à Pointe-Noire, à Dolisie, à Owando et en Mfondo. Donc, s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, alors, ces gens-là font quoi en prison? Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un du fait d'une catastrophe naturelle? Non. Donc, il s'agit là, vous voyez, on rentre encore dans ce que j'appelle toujours le mensonge de ce système. Parce que si vous dites que c'est une catastrophe naturelle, qu'est-ce que ces gens-là font en prison? Pourquoi Nsourou a été tué? Le colonel Nsourou a été tué. S'il s'agit d'une catastrophe naturelle, il faut donc à tout prix ressusciter le colonel Nsourou. Il faut aussi libérer tous ceux qui sont en prison arbitrairement du fait d'une catastrophe naturelle. Et donc, en ce moment-là, ceux qui reçoivent l'argent 10 ans plus tard, ils ne reçoivent pas une indemnisation. Et comment on peut appeler ça?
Que peut représenter cet argent qu'ils ont reçu, les 300 000 il représente c'est une simple aide. Et vous comprendrez pourquoi je dis que c'est une simple aide. Est-ce que vous savez qu'il s'agit de l'État, de ceux qui sont là, qui ont décidé ce qu'ils doivent donner aux sinistrés du 4 mars? Je dis bien aux sinistrés du 4 mars. S'ils ont donné 300 000, c'est sur la base de quoi ils se sont tablés pour donner 300 000 à ces gens-là. Vous comprenez? Et par ailleurs, quand on est sinistré, il y a le sujet qui est victime du sinistre, donc la personne, d'accord? Et il y a l'objet du sinistre. Est-ce que je me fais comprendre, M. Perrin? Il y a l'objet du sinistre, donc dans le cas d'espèce, ça pourrait être la maison plus les biens meubles qui ont été perdus, qu'on a perdu du fait de ce sinistre. Mais alors, s'il fallait indemniser, s'il fallait réparer, il faut réparer l'objet du sinistre. Pour la plupart, ils ont perdu donc des maisons. Or, il se trouve que ceux qui prétendent donner l'aide d'urgence aux sinistrés ont construit sur les lieux où se trouvait l'objet du sinistre. Oui, mais ce qui paraît aussi curieux ici, c'est qu'on parle, comme je l'ai dit d'entre deux jeux, de l'indemnisation. Et la question qui s'impose, c'est de savoir sur quelle base le gouvernement congolais a-t-il évalué les dégâts pour procéder à cette indemnisation. Vous avez bien compris que le concept ou le terme indemnisation ne correspond en rien. Parce que c'est le pouvoir, ou du moins l'État, qui décide du montant qu'il veut donner sans indiquer quel a été l'objet du sinistre. Le sujet du sinistre, on le connaît, mais l'objet du sinistre, on ne le connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si l'objet du sinistre, ce sont les maisons, je ne parle même pas des vies humaines, hein, ce sont les maisons, donc les biens meubles et immeubles qui ont subi, si vous voulez, cette catastrophe naturelle qui fait de ces personnes-là des sinistrés. Or, il se trouve que cette même personne qui prétend donner l'aide d'urgence aux sinistrés a construit les maisons au lieu où se trouvait l'objet du sinistre. Alors, c'est à se poser la question, qui est le sinistré en ce moment-là? C'est celui qui a reconstruit sur les lieux, alors. Ah ben voilà, donc il n'y a jamais eu de sinistre. Il n'y a jamais eu de catastrophe naturelle. Mais puisqu'ils ont perçu de l'argent, j'ai rappelé que c'est un montant de 300 000 francs CFA, l'équivalent donc de 458 € par personne. On comprend très bien que même si c'était une indemnisation, on ne peut pas indemniser une maison détruite avec 350 000 francs CFA. Mais est-ce qu'on peut parler ici d'un abus de faiblesse, c'est-à-dire que le gouvernement congolais a dû profiter de la vulnérabilité et de l'ignorance de ses victimes? Non, il ne s'agit même pas de l'abus de faiblesse. Il s'agit du banditisme. C'est du banditisme. Parce que, et c'est ça que ces personnes qui sont parties prendre l'argent doivent faire extrêmement attention. Si celui qui paye l'aide d'urgence a construit sur le lieu de l'objet du sinistre, et où se trouve donc le sinistré aujourd'hui? Donc, celui qui paye l'aide construit sur le lieu où se trouvait l'objet du sinistre, et le sinistré se trouve simplement bénéficiaire d'un montant de 300 000 et il se trouve dehors. En ce moment-là, en réalité, il n'y a pas de sinistré et l'argent qui est donné, pris par ceux dont on prétend être des sinistrés, c'est de l'argent indûment perçu parce qu'il n'y a pas de sinistré. Et s'il n'y a pas de sinistré, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Donc, il s'agit simplement d'une opération d'expropriation des biens d'autrui. Donc, celui qui est en train de payer l'aide d'urgence en construisant sur le lieu du sinistre est en train d'exproprier le prétendu sinistré. Et donc, le sinistré
s'il reçoit l'argent, il ne reçoit pas l'argent en contrepartie du bien qui a été l'objet du sinistre. Donc, vous voyez combien de fois ce régime est en train d'exploiter, d'abuser sur le malheur de nos compatriotes. Donc, vous voyez, donc s'ils prennent cet argent-là, c'est de l'argent indûment perçu et qui les rendrait complices d'un détournement de deniers publics, puisque finalement, il n'y a pas eu catastrophe naturelle, il n'y a pas eu sinistre. Étant entendu que celui qui donne l'argent a construit sur le lieu du sinistre, il en fait sa propriété désormais. Et donc, il apparaît comme si nous étions dans un acte simplement de vente. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que, par contre, on peut parler de la subordination de témoins, une façon de Ça va finir, effectivement, je reviendrai là-dessus, monsieur Perret, je vais expliquer cela. Mais si nous restons dans la catastrophe naturelle, telle que cela est indiqué, monsieur Perret, ma préoccupation première, c'est de dire que ceux qui prétendent être des sinistrés ne doivent pas se rendre complices de ceux qui aujourd'hui se retrouvent en prison et complices de l'assassinat du colonel Massène Sourou. Donc c'est cela. Pour une catastrophe naturelle, on ne peut pas inventer un procès, on ne peut arrêter personne et on ne peut mettre personne en prison et on ne saurait utiliser une catastrophe naturelle pour aller tuer un individu. Donc vous voyez, une fois de plus, si nous ne dégageons pas cette vérité, ce régime ploie toujours sur le mensonge. Donc ceux qui ont perçu l'argent là, c'est une aide d'urgence qui correspondrait effectivement à une catastrophe naturelle. Mais est-ce qu'il y a eu catastrophe naturelle? Voilà la question, M. Perrin. Est-ce qu'il y a eu le 4 mars 2012, y a-t-il eu une catastrophe naturelle? La réponse est non. Et donc, ce qui m'amène à faire une autre démonstration, puisque M. Sassou avait mis en place une commission d'enquête. Il prétendait que les explosions d'Empila avaient une origine, j'allais dire, volontaire, criminelle donc, dont le colonel Sourou avait été accusé. Or, si tel est le cas, M. Sassou n'a pas le droit ni la capacité de mettre en place une commission d'enquête pour désigner à la fois qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle et d'un acte criminel. Donc, vous voyez, donc il manie tout à la fois l'acte criminel et une catastrophe naturelle. Comment peut-on manager sur les deux? Il s'agit là encore d'un gros mensonge. Et donc, ce qui m'amène à faire la démonstration suivante, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, il s'agit d'un acte volontaire perpétré par Sassou afin simplement d'atteindre le colonel Nsourou qui jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au moment où je parle est la seule victime. Maintenant, y a-t-il eu d'autres victimes? Oui. C'est ceux dont on prétend avoir donné de l'argent comme étant des sinistrés, mais en réalité, qui doivent être considérés comme des victimes. Maintenant, pour ne pas que l'argent qu'ils ont perçu cette fois-ci ne soit considéré pour eux comme de la complicité de détournement de deniers publics, cela doit être considéré comme en réalité un prêt que l'État leur a donné afin de faire valoir leur qualité de victime, saisir donc avec cet argent les juridictions compétentes à défaut d'avoir les moyens et donc avec cet argent de se payer les avocats afin de déposer plainte en bonne et due forme, d'accord? Argent qui leur servira donc de payer les avocats, argent qui, en ce moment-là, du fait que eux vont évaluer véritablement leur préjudice. Une fois qu'ils ont évalué leur préjudice, ils saisissent les tribunaux. Ce sont les tribunaux qui vont se mettre
à les indemniser. Et dans cette indemnisation se trouvera inclus le montant reçu de l'État en remboursement de ce prêt, c'est-à-dire ceux qui ont reçu par exemple 300 000 et que leur préjudice est évalué, imaginons simplement, même à 1 million, d'accord? Le préjudice est imaginé à 1 million, le tribunal reconnaît qu'effectivement ce préjudice est réel, il est certain et il est évaluable à 1 million, eh bien l'État va récupérer, va faire la ponction des 300 000 qu'il a avancés à défaut pour eux d'avoir eu de l'argent. Le problème, c'est qu'avant de percevoir de l'argent, ils ont dû signer quelque part. Qu'est-ce qui a été écrit sur le document et qu'est-ce qu'ils ont signé? Parce que là, ils prennent quand même une responsabilité. Ça serait intéressant de le savoir effectivement. Parce que si l'argent qu'ils ont perçu, s'ils l'ont perçu au titre des sinistrés d'une catastrophe naturelle qui n'a jamais existé, eh bien, il s'agira d'un détournement des deniers publics. Mais s'ils ont reçu de l'argent du fait des événements du 4 mars, événements qui sont le fait de M. Sassou, pour lesquels ils ont été victimes aussi bien du fait de la mort des êtres chers que de la destruction des biens meubles et immeubles, alors que la propriété est protégée, ceux-ci sont en droit de prendre cet argent-là et de considérer cela comme étant un prêt qui leur permet d'aller payer les avocats et de déposer plainte. Et avec ces plaintes-là, lorsqu'ils vont saisir les tribunaux, je l'avais dit la dernière fois, ils vont demander une provision et l'argent qui a été décaissé par l'État, cet argent va être restitué à l'État et donc ils ne seront pas coupables de détournement de deniers publics. Maintenant, il y a autre chose. Si cet argent leur a été donné et ils doivent le prendre, afin que ceux-ci ne déposent pas plainte contre M. Sassou et le régime qui va avec, il s'agira là donc de leur demander de se taire, de ne pas déposer plainte, et donc il y aura la subornation des témoins parce qu'on leur a donné de l'argent pour se taire, alors qu'ils sont victimes d'un crime abominable commis par M. Sassou, qui a mis en place une commission d'enquête afin de faire taire. Oui, maître, donc si j'ai bien compris, alors qu'ils ont perçu disons, ces 300 000 par personne, si jamais ils pouvaient utiliser cet argent en déposant plainte, bien entendu, contre X, c'est donc contre Denis Sassou Nguesso, pour évidemment l'explosion des casernes de Mpila, cela est normal. Mais s'ils prennent cet argent et se taisent, ne font rien, ils seront coupables, disons complices de détournement de fonds publics. C'est cela. Exactement, puisqu'ils prennent de l'argent alors qu'il n'existe aucun sinistre, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Mais par contre, s'ils prennent cet argent-là afin d'utiliser ça comme moyen, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les avocats, ça leur permettrait de payer des avocats pour obtenir leur statut de victime. Or, voyez-vous, et c'est ça la différence, dans le cadre de ce qui les considère comme sinistrés, c'est l'État qui décide du montant qu'il veut leur allouer. Est-ce que vous comprenez ça? Les sinistrés là, les soi-disant sinistrés, ils n'ont pas imposé un montant, le montant leur est imposé. Or, quand ils auront le statut de victime, c'est à eux d'évaluer tous les biens qu'ils ont perdus et de donner un prix à leur préjudice. Et comme quoi, en ce moment, M. Perrin, excusez-moi, oui, en ce moment-là, ce sont les juridictions qui vont évaluer le préjudice réparable. Et donc, il deviendra une indemnisation qui va remplacer quelque part les biens ou les objets qu'ils ont perdus. Vous voyez? Donc, l'avantage d'obtenir le statut de victime, c'est que c'est eux qui vont d'abord se faire reconnaître comme victimes et ensuite
ils vont évaluer le préjudice dont ils ont été victimes, donc le préjudice subi. Et le tribunal va évaluer ce préjudice et va éventuellement déclarer ce préjudice réparable. Et comme j'ai dit, puisque l'État leur a avancé un peu d'argent, cet argent-là, l'État va le récupérer lorsque le préjudice sera réparé. Et donc, vous voyez bien que là, il n'y a pas complicité de détournement de deniers publics. Il y a plutôt un prêt, une avance de fonds qui est donnée aux victimes des événements de 4 mars afin que ceux-ci déposent plainte. Cela veut aussi Ils dire doivent que... déposer plainte. Oui, tout à fait, Autrement, maître. comme j'ai dit, la démonstration est faite. S'ils ne déposent pas plainte, aussi bien pour la catastrophe naturelle qui n'a jamais existé, aussi bien pour les événements de 4 mars qui n'ont jamais existé, puisque personne n'a déposé plainte. De sorte que la seule victime, comme je l'ai dit et comme je l'avais dit, serait M. Ntsuru, le colonel Ntsuru. Est-ce qu'il est possible de laisser à M. Sassou ce droit de tuer les Congolais comme il veut, comme si les Congolais ont été fabriqués par Dieu au service de Sassou. Puisque là, on a payé 300 000 par personne, il parle d'indemnisation. Et les morts, comment on va faire? Les maisons qui ont été détruites, comment ça va se passer? Mais c'est cela, M. Perrin. Si ceux qui prétendent être sinistrés et qui prennent l'argent en tant que sinistre, en tant que victime de ce sinistre, ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont morts, ils sont morts de la catastrophe naturelle. Et ne seront jamais indemnisés. Mais ils ne peuvent pas être indemnisés. Or, ils ne sont pas morts du fait d'une catastrophe naturelle. Donc, vous voyez que ceux qui prétendent être des sinistrés, qui prennent de l'argent, mais demain, ils auront à répondre, puisque le 4 mars, il n'y avait jamais eu de catastrophe naturelle. Sinon, on va se référer à la météo pour qu'ils nous disent le 4 mars 2012, c'était un dimanche à 9h. Quel est l'événement de la catastrophe naturelle qui s'était réalisée au point d'entraîner les dégâts que vous connaissez? Or, le 4 mars, il n'y a eu que les explosions de Mpila. Explosion de Mpila dont Sassou est l'auteur. Et donc, si ceux qui se disent victimes ne déposent pas plainte, je le répète, et je ne le répéterai jamais assez. Vous ne pouvez être victime des événements de 4 mars que si vous déposez plainte. Mais logiquement, ceux qui ont été victimes de ces explosions de Mpila, au moment où je vous parle, il s'agit là des événements. Si le procureur de la République était digne d'être un procureur de la République, et dans la mesure où je suis en train d'affirmer que ces explosions ont été le fait de M. Sassou, le procureur de la République, ainsi que ne l'a pas fait Essa Mingate à l'époque, devait ouvrir une information judiciaire. Mais puisqu'ils ne le font pas et que vous avez reçu de l'argent, considérez que l'argent qui vous a été donné est un prêt que l'État vous fait afin que vous puissiez payer les avocats et que vous déposez vos plaintes en bonne et due forme. Et l'argent de prêt que l'État vous a donné, vous devrez inclure cela dans la réparation du préjudice que vous avez subi qui va être évalué de sorte que à la fin de la réparation, vous allez restituer l'argent donné par, ou du moins prêté par l'État. C'est important de comprendre cette articulation de l'argent qui est donné et que vous avez pris à défaut d'être poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics, eh bien, vous serez au moins bénéficiaire, vous serez considéré comme avoir été bénéficiaire d'une aide que l'État vous a donnée afin de déposer vos plaintes et que la justice se prenne de ce dossier pour vérifier comment est-il possible que sur les lieux du crime, on ait pu construire sur la place de ceux qui étaient propriétaires de ces maisons-là.
ce qui constitue là aussi un motif de poursuite. Parce que, comme je l'avais dit, ces maisons-là doivent être détruites et ceux qui en étaient propriétaires doivent recouvrer le lieu de leur propriété afin que, une fois que la réparation est faite, qu'ils construisent ou reconstruisent leur maison à l'endroit où ils étaient. Voilà pourquoi moi je parlais, maître, je disais tout à l'heure, d'ailleurs, est-ce que, oui, là vous êtes en train d'expliquer la situation, de développer une certaine théorie judiciaire, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, comme je l'ai dit d'ailleurs, ça n'a pas été là un abus de la part du pouvoir, profitant de la naïveté, de l'ignorance de ces populations? Mais bien sûr, monsieur Perrin, lorsque vous ne connaissez pas, ben, il suffit que le pouvoir en place le sait. Il suffit de donner l'argent pour faire taire tout le monde. Et d'ailleurs, si vous constatez tous les crimes qui ont été commis, aucune plainte, aucune personne n'a déposé plainte. C'est à se demander et à se poser la question, est-ce que toutes ces personnes, depuis l'affaire Marien Ngouabi jusqu'à cette affaire-là, est-ce qu'ils n'ont pas reçu de l'argent qui les amène à ne jamais déposer plainte? Pourquoi ils ne déposent pas plainte? Alors, est-ce qu'ils ont reçu l'argent? Prenons l'hypothèse de l'affaire Marien Ngouabi, mon cher Perrin. Si Céline Ngouabi ne dépose pas plainte, ça veut dire qu'il a reçu de l'argent, certainement. Mais s'il a reçu de l'argent, qu'il n'ait pas peur de déposer plainte, bien au contraire. Il devra dire qu'effectivement, depuis la mort, l'assassinat de mon mari, de l'argent m'est donné dont il ignore les motivations et que cela lui empêche donc de parler. Et donc, s'il a reçu de l'argent pour se taire, il s'agit là de l'indice qui permet de dire que celui qui lui donne de l'argent a à voir avec le crime commis sur la personne de Marien Ngouabi. Mais s'il ne dépose pas plainte, il sera considéré comme complice de l'assassinat de Marien Ngouabi. Ce qui paraît d'ailleurs curieux, c'est que la plupart des victimes ou des enfants des victimes, dont on suspecte d'ailleurs Denis Sassou Nguesso, ces enfants-là ont toujours été finalement récupérés et on les utilise ailleurs. Pour d'aucuns, on leur a peut-être nommé quelque part, on les a nommés plutôt quelque part, et d'autres sont un peu partout dans le monde. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, personne n'a jamais déposé plainte ou n'a jamais en fait poursuivi Denis Sassou Nguesso, qui que ce soit, pour ce que tout le monde sait que finalement, ça a été probablement des crimes, des personnalités bien connues. C'est le cas, par exemple, de Massamba Deba aussi, qui a ses enfants, dans ce milieu d'ailleurs, Sassou Nguesso. Ses enfants ne se sont jamais préoccupés à porter plainte pour savoir exactement de quoi leur papa est mort. Et il y a bien d'autres exemples qu'on peut citer comme ça. Qu'est-ce qui peut vouloir justifier cela? Monsieur Perrin, en tout cas, merci beaucoup. C'est l'occasion plus que jamais d'expliquer ce qui se passe en réalité dans ce pays et la machine que j'appellerais l'industrie ou la manufacture des crimes de Sassou. Il a imposé d'un côté, et je le répète, ce que j'ai appelé la dernière fois, la révolution permanente du crime impuni. Et j'en appelle à tous ceux qui ont perdu les leurs. Oui, certainement que Sassou leur donne de l'argent. Mais si tel est le cas, ils doivent le dire. Parce qu'il s'agira là d'une subordination des témoins. C'est-à-dire les empêcher de parler, les corrompre afin de ne jamais parler, constitue là aussi un crime. Et c'est ça, ce sont là des indices qui permettent de dire que celui qui leur donne de l'argent est probablement, sinon sérieusement, celui qui est l'auteur des crimes commis par ce monsieur sur leur famille. Il en est ainsi, monsieur Perrin, de l'affaire Marien Ngouabi. Est-ce que vous vous rappelez dans la lettre envoyée au pape, monsieur Sassou dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient parties tuer le cardinal, vous vous rappelez? Ça veut dire que monsieur Sassou, dans la famille de Marien Ngouabi, il a assassiné non seulement Marien Ngouabi, mais les 3 membres de cette famille. Donc, en une journée, M. Sassou avait assassiné 4 membres de la famille de Marien Ngouabi. Je dis bien 4 membres de la famille de Marien Ngouabi.
Aucun parent de Marien Ngouabi n'a porté plainte, curieusement. Ils doivent déposer plainte. Ou bien, ils sont eux-mêmes complices de l'assassinat de Marien Ngouabi, auquel cas, le moment venu, ils devront répondre ensemble avec l'auteur principal de ce crime. Mais puisqu'il est possible que la crainte soit vive, que celui qui a commis ce crime puisse s'en prendre à eux, c'est l'occasion plus que jamais de dire qu'ils ont effectivement perçu l'argent et qu'ils sont tout le temps menacés d'être tués si jamais ils avaient raconté ou s'ils avaient accusé l'auteur du crime victime de leurs parents. C'est ainsi que vous comprendrez, monsieur Perrin, lorsque dans la justice, lorsqu'un criminel est arrêté, il doit être mis en détention pour ne pas qu'il influence les victimes. Est-ce que vous comprenez ça? La détention d'un criminel souvent se justifie par la crainte, de l'ordre public qui n'est pas encore apaisé, mais surtout la crainte d'une subornation de témoins, la crainte que le criminel menace les victimes qui le trahissent. Et vous comprendrez maintenant, M. Perrin, lorsque je vous dis quelle est la place d'un criminel dans une république. La place d'un criminel dans une république, c'est la prison pour éviter de menacer les victimes qui auraient tendance à l'accuser comme étant l'auteur des crimes commis sur la personne de leurs membres de la famille, par exemple. Donc, vous voyez, à partir du moment où M. Sassou n'a jamais été arrêté, des crimes qu'il a eu à commettre, eh bien, il s'est permis jusqu'à ce jour de faire de la subornation de témoins, d'influencer, d'intimider les victimes ou les témoins des actes qu'il a eu à commettre. Vous voyez comment est-ce que la société congolaise aujourd'hui est prise au piège d'un criminel qui n'a jamais été mis en détention et qui se met donc à payer les victimes, à les rendre, à les influencer, à les intimider parce qu'il dispose avec lui les éléments, les instruments nécessaires pour pouvoir influencer les témoins. Oui, merci, maître. Dans le cas d'espèce, par exemple, puisqu'on parle d'une indemnisation liée aux événements du 4 mars, c'est-à-dire au sinistre. Je rappelle là, nous insistons sur le terme sinistre. Est-ce pour autant dire que finalement, désormais, puisqu'on parle de sinistre, les parents, par exemple, ou la famille du colonel Marcel Ntsuru peut désormais porter plainte contre Denis Sassou Nguesso, par exemple, ou contre l'État congolais? Mais bien sûr, M. Denis Sassou Nguesso vient de donner, j'allais dire, il vient de donner les moyens à tous ces gens-là de s'en prendre à lui. Je vous ai toujours dit, je sais que ça ne plaît pas très bien, ça ne plaît pas souvent, mais je vous ai tout souvent dit, Sassou se prend pour très intelligent, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un idiot. Je le répète à mon corps défendant, ce n'est qu'un idiot. Vous voyez comment il vient dire lui-même qu'on doit maintenant indemniser les sinistrés. Or, en utilisant le concept de sinistre, il reconnaît donc qu'il s'agissait simplement d'une catastrophe naturelle. Et alors, qu'est-ce que le colonel Ntsuru a fait? Cela veut aussi dire qu'il faut qu'on libère tous les Congolais qui ont été arrêtés, qui sont encore en prison. Il y en a, et d'ailleurs, je fais un appel vibrant aux magistrats du Congo, le parquet général de la Cour suprême, de sortir tous ceux qui ont été mis en prison et qui sont en détention jusqu'à ce jour, qui ont été liés dans l'affaire du colonel Ntsuru. Ils doivent tous sortir puisqu'il s'agissait simplement d'un sinistre et donc d'une catastrophe naturelle. Et ces gens-là doivent immédiatement être sortis, mais surtout, ils doivent être immédiatement indemnisés parce qu'ils ont été arbitrairement mis en prison. Et cela veut aussi dire que si ce n'est pas le cas, tous ceux qui ont participé à mettre ces Congolais-là en prison seront coupables un jour, ils pourront être
Ils sont poursuivables, c'est cela. Mais bien sûr, M. Perrin, rappelez-vous, je vous l'avais dit et je vous l'avais montré, une plainte avait été déposée contre la chaîne de commandement de l'armée depuis Sassou jusqu'au dernier que vous connaissez, mais la chaîne de commandement judiciaire aussi. Ils sont tous impliqués dans cette forfaiture. Dans cette forfaiture, ils se sont rendus complices des crimes de Sassou. Et c'est le moment plus que jamais, mon cher Perrin, de dire encore que les victimes des événements du 4 mars, les victimes, les enfants de Kikadidi, les enfants de Kimboa-Lankaye, les enfants des 11 du faux procès Marien Gouabi, la famille de Marien Gouabi, tous ceux qui ont été victimes des assassinats de Sassou et qui leur donnent de l'argent. Si vous recevez de l'argent de M. Sassou, donc du criminel de vos parents, de l'assassin de vos parents, et que vous ne déposez pas plainte, alors vous êtes aussi complice de détournement de deniers publics parce que vous recevez l'argent, mais aussi de l'assassinat de vos parents. Par contre, si vous déposez plainte et que vous dites qu'effectivement, vous recevez de l'argent de la part de l'auteur des crimes de vos parents et que vous recevez des menaces et des intimidations, pour ne pas le dire, il s'agit là des indices qui vont nous amener à arrêter monsieur, puisque finalement, en tant que criminel, il n'a pas à se retrouver à la tête de l'État. Il n'a pas à se retrouver à la tête de l'État. Que le peuple congolais comprenne. Monsieur Sassou n'est pas venu pour eux et eux, ils ne sont pas là pour Monsieur Sassou. Nous devons nous séparer de ce monstre par le refus de participer et de collaborer parce que vous n'êtes pas un peuple créé pour Sassou. Et alors, Maître Nganga, je crois qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Alors, ma question, la toute dernière probablement, c'était de savoir, mais puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont reconstruit sur la scène du crime. Et certainement que c'est l'État congolais. Je ne sais pas si c'est le gouvernement, si c'est si c'est un privé, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que ce n'est pas là, comme qui dirait, vouloir profiter de ces crimes, par exemple? Et que prévoit la loi? Oui, M. Perrin, vous me donnez là l'occasion de poser le principe qui va amener le peuple congolais à comprendre qu'il est temps, mais véritablement il est temps d'arrêter de servir M. Sassou en tant que criminel. Ce qui veut dire quoi, M. Perrin? Je vais poser le principe sacro-saint qui va conduire le Congo lorsque, par le retour de l'ordre constitutionnel de 92, nous poserons ce principe sacro-saint. Quel est ce principe, M. Perrin? Eh bien, c'est celui qui consiste à dire nul ne doit tirer profit ou avantage de ses crimes. Je redis encore, mon pays devra être géré à travers ce principe. Nul ne doit tirer profit ni avantage de ses crimes. De la même façon, nul ne doit tirer avantage des crimes commis par un tiers. Je répète, nul ne doit tirer ou nulle personne ne doit tirer avantage ou profit de ses propres crimes. Nulle personne ne doit tirer profit des avantages des crimes commis par un autre. En français facile, maître, en français facile, ça voudra dire quoi pour l'intérêt, bien entendu, de nos parents qui nous suivent? Ça voudra dire que lorsque vous bénéficiez d'un avantage, alors que vous avez commis un crime et que vous tirez avantage de ce même crime, ce pays est un pays hors la loi. On ne peut pas permettre à un criminel de tirer avantage de ses crimes. Et je dirais par exemple, comment est-il possible que M. Sassou, qui avait tué quelqu'un à Ouando, revient à Brazzaville, commet des crimes et il tire profit de ces crimes pour devenir président de la République? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'un
qu'un criminel tire profit de ses crimes et on devient même un président de la République. Vous voulez dire que le Congo-Brazzaville tire profit de ses crimes au point d'en devenir un président de la République. Un président de la République. Mais enfin, est-ce que je me fais entendre? Un président de la République, un criminel qui tire avantage de ses crimes au point de devenir un président de la République. Et tous ceux qui ont tiré profit des crimes de Sassou, soit dans les nominations des généraux, dans les postes, dans l'argent, dans tout ce qu'ils ont reçu, ceux-là aussi ont tiré profit des crimes commis par un tiers, c'est-à-dire par Sassou. Voilà, M. Perrin. C'est ainsi que la Constitution de 92 devra revenir parce qu'il est interdit que toute personne puisse tirer avantage des crimes qu'il a eu à commettre. Et que prévoit la loi, maître? Vouloir évincer la Constitution de 92 voudrait dire que M. Sassou, par ses crimes, a tiré avantage, puisqu'il a évincé la Constitution de 92. Est-ce que les Congolais que vous êtes, que nous sommes amenés à accepter ça? Non, M. Perrin. Je répète, nul ne doit tirer avantage de ses crimes. Et nulle personne ne doit tirer avantage des crimes commis par un tiers. Et je pense sur la base d'un tel principe, je suis convaincu que les Congolais, dans leur ensemble, peuvent désormais comprendre qu'il faut suivre la voie de la loi parce que Sassou a peur de la loi. Si Sassou a peur de la loi, ça veut dire qu'il a peur de vous parce que la loi, c'est le peuple. Et la justice qui est rendue au Congo, il est rendu au nom du peuple congolais. Et donc, nul ne peut tirer avantage de la loi du peuple congolais par ses crimes. Voilà, M. Perrin, ce que j'avais à vous dire ce soir afin que le peuple congolais comprenne que désormais, la loi, c'est lui et que M. Sassou, dans la mesure où il a peur de la loi, il a donc peur du peuple. Et donc, le peuple, vous avez votre souveraineté. Vous avez votre souveraineté. C'est vous, le peuple souverain. La loi, c'est vous. On ne peut pas faire de votre loi un instrument au service d'un criminel. La loi ne peut pas être un instrument au service d'un criminel. Parce qu'un criminel ne peut pas être au service de l'intérêt général. C'est la loi qui doit être au service de l'intérêt général. Eh bien, voilà, c'est la fin donc de cette émission. Merci, Maître Amédée Ganga, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir disposé de tout ce temps pour nos téléspectateurs. On retient en définitive que nul ne doit tirer profit de ces crimes, nul ne doit non plus tirer profit des crimes commis par un tierce. À vous, chers téléspectateurs, aussi, merci d'avoir été avec nous. Restez toujours branchés sur Télar TV. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.